j'ai vendu ta maison pour t'apprendre le respect, ma belle-mère s'est moquée, sans savoir que mon feu papa m'avait laissé une clause de 3,2 millions d'euros qui annulait la vente. Je m'appelle Claire Moreau, 30 ans, née et élevée dans un manoir de style néo-gothique dans le quartier de Bellevue, à l'ouest de Lyon. La maison se dressait sous d'imposants chênes, avec des fenêtres voûtées et des toits d'ardoise grise, donnant l'impression d'avoir été sculptée dans un tableau du XIXe siècle. Pour les étrangers, elle pouvait sembler sombre et démodée, mais pour moi, c'était un monde miniature où chaque porte, chaque brique portait l'empreinte des mains de mon père et de mon enfance. Mon père Armand Leclerc était un architecte renommé, spécialisé dans la restauration de structures historiques. C'était un homme dévoué aux détails, à la profondeur et à tout ce qui avait une âme. Pendant que d'autres enfants étaient emmenés dans les parcs ou les cinémas, j'étais conduite dans des couloirs carrelés d'ocre, tandis qu'il m'expliquait la signification de chaque motif défraîchi sous la poussière. Chaque dimanche matin, il préparait le café, jouait du jazz sur un vieux magnétophone à cassette et me guidait dans chaque pièce, sa main glissant le long du mur comme s'il lisait le battement de cœur de la maison. « Claire, tu vois ça » disait-il en m'emmenant au grenier. Cette colonne a été sculptée à la main en 1883. On ne fait plus de choses comme ça. Un jour, cette maison sera la tienne, et ce sera ton devoir de la protéger en tant que partie de la lignée de notre famille. Il n'avait pas besoin de le dire 2 fois. Chaque fois qu'il parlait, sa voix portait une conviction si sincère qu'on aurait dit qu'il posait les fondations de mon avenir. Même enfant, je savais que ce manoir n'était pas seulement un lieu de vie. C'était une promesse, un héritage. La preuve que les Leclerc avaient vécu, construit et étaient morts entre ces murs. Ma mère Sophie est décédée d'une tumeur au cerveau quand j'avais 10 ans. Je me souviens d'elle assise sur le porche avec un panier de laine, ses longs cheveux argentés toujours attachés avec un ruban couleur châtaigne. Elle était la seule à pouvoir faire arrêter mon père de travailler et le faire s'asseoir à table à l'heure. Après son départ, tout a changé. La maison est devenue plus silencieuse, et mon père, bien que toujours doux, n'était plus l'homme qui riait quand je dansais dans la cuisine. Même ainsi, il ne m'a jamais laissé me sentir seul. Dans chaque brouillon qu'il esquissait à son bureau en ébène, je me voyais niché dans ses couloirs, ses arches, même la baignoire en pierre dans l'ancienne chambre de ma mère. « Tu es la seule qui comprend l'âme de cette maison » me dit-il dans ces dernières années, sa voix plus basse. Les gens peuvent l'acheter, la louer, même la démolir, mais seul toi peux la garder telle qu'elle est vraiment. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois qu'il en parlerait. Il y a 3 ans, alors que je travaillais comme consultante en préservation à Paris, il m'a appelé un soir frais d'octobre. Sa voix était fatiguée et hésitante. « Je ne me sens pas très bien, probablement la grippe » dit-il. Mais j'entendais le tremblement dans son souffle et la toux profonde qui raclait du fond de sa poitrine. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel, cancer du foie en phase terminale. Au moment où je suis retourné à Lyon, le manoir n'était plus éclairé chaque nuit. On aurait dit que la maison elle-même attendant son dernier gardien pour dire au revoir. Je suis resté pendant les 6 derniers mois de mon père. Nous mangions le petit déjeuner dans la cuisine où ma mère Sophie préparait autrefois des muffins aux myrtilles. Nous lisions de vieilles lettres qu'il avait gardées dans une boîte en fer sous le plancher du grenier. Et chaque après-midi, je poussais son fauteuil roulant le long de la véranda pendant qu'il me montrait chaque coin en disant « Cette corniche, garde-la. Ne la remplace pas. Ton grand-père l'a sculptée à main nue. » Je n'ai pas pleuré quand il est décédé. Je me suis simplement tenu dans le hall principal, regardant le lustre suspendu au haut plafond, me souvenant des derniers mots qu'il m'a murmurés la nuit avant de partir « Ne laisse personne te prendre cette maison, Claire. Quoi qu'ils disent, ne lâche pas. » Je l'ai rencontré cet été-là, quand j'avais 17 ans, juste après mon diplôme de fin d'études secondaires. Papa a dit que c'était juste une vieille amie de ses jours d'architecture dans une grande école d'architecture parisienne qui avait récemment déménagé près de Paris et l'avait recontacté lors d'une conférence. Mais la façon dont il repassait ses chemises de manière impeccable, mettait cet après-rasage à la menthe poivrée écrasante chaque fois qu'il sortait, et planifiait de longs nettoyages avant même que l'herbe n'effleure nos genoux. Tout indiquait que cette amie n'était pas arrivée par hasard. Son nom était Isabelle Gérard. 44 ans, agent immobilier de luxe, avec une voix qui mélangeait les accents de province avec une élocution apprise à la télévision. Elle arrivait dans un Range Rover noir brillant, des stilettos couleur nude et un blazer couleur ivoire silice que je jure qu'aucune ride n'osait exister. Son visage était juste assez tendu pour faire de l'âge un mystère. Mais ses yeux. Mon Dieu, ses yeux révélaient tout. Vif, rapide, calculateur. « Oh, tu dois être la petite Claire » dit Isabelle quand j'ouvris la porte,
esquissant un sourire juste assez large pour montrer une série de dents parfaitement blanchies. Armand parle de toi tout le temps. Tu ressembles tellement à ta mère Sophie. Je n'ai pas serré sa main. J'ai simplement reculé avec un sourire poli, laissant l'étrangère passer le seuil d'une maison qui n'avait jamais eu de place pour elle. 4 mois plus tard, ils se sont mariés. Pas le petit mariage intime dans le jardin que mon père avait dit un jour qu'il avait toujours imaginé. Non. Isabelle n'était pas du genre pour les nappes brodées ou les verres de vin local avec des amis préservationnistes. La cérémonie eut lieu dans un hôtel-boutique du centre-ville, où le champagne débordait des verres empilés et leur nom était gaufré en or sur la carte du menu. J'ai porté ma robe, me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé mon père Armand. Le même homme qui passait autrefois des heures à me montrer comment construire des maquettes de maison, glissait une bague au doigt d'une femme qui n'était jamais montée au grenier où il gardait les vieilles esquisses de ma mère Sophie. Après leur lune de miel, Isabelle a emménagé, et tout a commencé à changer. Le grand miroir encadré en chêne dans le foyer fut retiré et remplacé par une dalle épurée de verre argenté moderne. Elle avait engagé quelqu'un pour arracher le papier peint floral classique de la salle à manger, où ma mère Sophie avait célébré son dernier Noël, et l'a peint d'un gris qu'elle appelait neutre et plus sophistiqué. La bibliothèque en noyer qui atteignait le plafond dans le salon, où vivaient autrefois les journaux, manuscrits et photos de 3 générations de notre famille Leclerc, fut vidée en une après-midi inopinée. Quand je l'ai appris et que je lui ai demandé, Isabelle haussa les épaules, je les ai tous envoyés au garde-meubles. Personne ne les a lus depuis près d'une décennie. Nous devons laisser l'espace respirer un peu. Je suis resté calme, mais quand j'ai cherché le tourne-disque de ma mère Sophie dans le salon et que j'ai seulement trouvé une petite enceinte Bluetooth sur l'étagère, je suis allé directement dans le bureau de mon père, j'ai fermé la porte et j'ai crié, « Tu la laisses effacer maman de cette maison ». Mon père Armand m'a regardé comme s'il venait de se réveiller d'un long rêve. « Claire, tu exagères. Isabelle veut juste que la maison soit plus moderne. » Le temps passe. Je laissais échapper un rire amer. « Et maman Sophie ? Mérite-t-elle aussi d'être modernisée hors de ta mémoire ? » Après cela, j'ai arrêté de rentrer à la maison. J'ai déménagé plus près de mon bureau, dans un petit appartement près de la place des terreaux. Bien que mon père Armand m'appelait toujours chaque mois, les conversations devinrent gênantes et fragmentées. Il évitait mes questions sur la maison. Même ses mots semblaient filtrés, comme si Isabelle le corrigeait en temps réel. Mais peu importe combien j'évitais, il y avait des moments que je ne pouvais pas éviter. En décembre dernier, j'ai été invité à sa fête du 60e anniversaire. Je me tenais dans le foyer, regardant le plafond où un lustre en cristal français pendait autrefois, maintenant remplacé par des bandes LED minimalistes. Les photos de famille Leclerc avaient toutes été échangées contre des photos de papa et Isabelle uniquement. Aucune trace de maman Sophie, aucune trace de moi. Je suis sorti sur la véranda, où mon père Armand discutait avec les invités, et j'ai dit une seule chose, cette maison n'est plus ma maison. Isabelle m'a regardé partir. Pas d'au revoir. Juste un regard subtil, assez vif pour me faire savoir qu'elle croyait avoir gagné. Et peut-être pensait-elle qu'elle avait gagné. Je ne suis jamais revenu. Pas avant le jour où elle a appelé, froide comme un courtier lisant un rapport de crack. J'ai vendu la maison, Claire. Tu dois prendre ta place. J'ai commencé à me sentir comme une invitée indésirable dans la maison même où j'étais né à Noël de l'année où j'ai eu 22 ans. Je venais de terminer mes examens finaux à Paris, mon sac à dos lourd de manuel, le cœur plein de l'excitation habituelle alors que je prenais le premier train pour Lyon. J'avais envoyé un message à papa la nuit précédente, je rentre demain, devrait arriver vers 15 heures. Mais à midi le lendemain, je n'avais toujours pas de nouvelles. Quand le train s'est arrêté à la gare, j'ai marché sous la légère neige qui poudrait les trottoirs et me suis arrêté devant le familier portail en fer noir. Pas de couronne, pas de lumière suspendue, pas de sapin à la fenêtre comme chaque année auparavant. J'ai sonné, pas de réponse. 30 minutes plus tard, mon père Armand est enfin apparu. Expression fatiguée, téléphone à la main, portant toujours un pull-over dont l'étiquette de prix pendait. Il a entrouvert la porte, me regardant avec l'étrange incertitude de quelqu'un essayant de se souvenir d'un nom. « Claire, pourquoi n'as-tu pas appelé avant ?» demanda-t-il, sa voix glissant sur le plancher en bois comme de la glace. « Je t'ai envoyé un message hier soir, répondis-je en essayant de sourire. Je pensais pouvoir rentrer à la maison sans demander. Je suis entré et j'ai senti le froid de la maison mordre plus fort que le vent hivernal. Isabelle est apparue dans l'escalier, les lèvres peintes en rouge profond, tenant un verre de vin blanc. Elle me regarda comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Oh Claire,
Quelle surprise. Il a dit que tu étais occupé avec ta thèse. Isabelle se tourna vers mon père. Je serrai la sangle de mon sac. Je suis rentré pour passer Noël avec papa. Je ne savais pas que je devais RSVP. Ah, elle laissa échapper un rire sec et cassant. Nous avons réservé un voyage dans les Alpes, une escapade privée pour les vacances. Je devais te laisser une note. Tu allais me laisser seul à Noël? Je me suis tourné vers mon père Armand. Il a détourné le regard. Tu es adulte maintenant, Claire. Isabelle pensait qu'il serait peut-être mieux que nous ayons un peu d'espace cette année. L'année prochaine sera différente. L'année suivante ne fut pas différente. Cette année-là, j'ai reçu un message texte le matin du 23 décembre, Claire, nous ne faisons rien de grand cette année. Tu devrais rester à Paris et te concentrer sur le travail. J'ai laissé échapper un rire amer. À partir de là, j'ai passé le Nouvel An, Pâques, même le 14 juillet avec des amis, des collègues ou tante Louise, la sœur cadette de ma mère Sophie, qui vivait à La Rochelle. Elle gardait toujours une chambre prête, une tasse de chocolat chaud à attendre, et ne demanda jamais pourquoi je ne rentrais pas à la maison. Elle disait simplement, certaines personnes vivent dans une maison et oublient comment protéger ce qui est précieux à l'intérieur. Tu es différente, Claire. Tu comprends la valeur de la mémoire. Dans les années qui suivirent, j'essayais toujours de garder le contact avec papa. Je lui envoyais des photos des projets sur lesquels je travaillais, des maisons historiques restaurées à Avignon, un petit théâtre préservé brique par brique à Giverny. Ses réponses étaient toujours courtes, bien fait. Pas d'appel téléphonique, pas d'invitation. Puis un jour, j'ai appris que Isabelle avait changé le numéro de téléphone fixe. La boîte vocale de mon père Armand avait disparu. Les emails revenaient avec un message indiquant que la boîte de réception du destinataire était pleine. J'ai essayé les messages textes, pas de réponse. Quelques mois plus tard, j'ai vu une publication sur le LinkedIn de Isabelle, nous venons d'achever la rénovation d'une maison gothique classique, la modernisant pour une vie contemporaine avec un rez-de-chaussée entièrement décloisonné. La photo vedette était notre salon. Là où se trouvaient autrefois les fauteuils en velours rouge de ma mère Sophie avec leurs accoudoirs sculptés, il y avait maintenant un espace d'un blanc éclatant avec des canapés bas et des luminaires suspendus en métal froid. La bibliothèque avait été éventrée, remplacée par un bar mural intégré. L'escalier en acajou était maintenant en verre trempé. J'ai serré mon téléphone, puis j'ai ri. Le genre de rire qui n'avait pas besoin d'explication. Je ne savais pas si papa avait donné son accord ou s'il avait été manipulé, mais une chose était certaine, Isabelle ne voulait plus de moi dans cette maison. Elle a construit des murs invisibles par le silence, la peinture blanche et des phrases comme il est occupé, Isabelle organise, nous voyageons pour affaires. Elle n'avait pas besoin de me jeter dehors. Elle avait juste besoin de me faire sentir que je n'appartenais plus à cet endroit. Et puis, 3 mois avant cet appel téléphonique, j'ai vendu la maison, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Juste 2 lignes, votre père ne va pas bien. Si vous voulez le voir, venez vite. Signé, Michel, ancien assistant de Monsieur Leclerc. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réservé un vol pour Lyon ce soir-là. Et c'est là que je suis entré dans la maison pour la première fois en 3 ans et que j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir été poussée hors de la famille. Mon père aussi. Quand je suis entré dans l'ancien bureau de mon père Armand, celui qui sentait autrefois le papier neuf et l'acajou poli, j'ai failli ne pas reconnaître l'homme allongé dans le fauteuil inclinable près de la fenêtre. Il était si mince, ses joues s'étaient creusées, ses cheveux étaient d'un blanc neigeux et sa peau était jaunâtre sous la lumière pâle de la même lampe de bureau que j'avais réparée pour lui quand j'avais 15 ans. Mais ses yeux, cela étaient toujours les yeux de mon père. Une partie de cette maison n'avait pas encore été effacée par Isabelle. Claire, dit-il, sa voix rauque mais claire. Tu es venue. Je ne répondis pas tout de suite. Je m'approchai, m'assis à côté de lui et pris doucement sa main, osseuse et sèche, avec des articulations qui avaient autrefois serré des crayons techniques tous les jours. Je suis là, papa. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Il regarda par la fenêtre où les arbres hivernaux desséchés perdaient leurs feuilles comme le temps tombant au sol. Je n'avais pas le droit. Isabelle pensait. Tu étais occupé. La réponse me fit serrer sa main plus fort. Trop occupé pour qu'on me dise que mon père est en train de mourir? Il ferma les yeux et secoua légèrement la tête. Je suis désolé. J'aurais dû essayer plus fort. Un léger coup à la porte nous interrompit. Isabelle passa la tête, son sourire aussi tendu qu'un masque.
Au clair, je pensais que tu restais à l'hôtel. Ton père a besoin de repos maintenant. Je me levai, me positionnant entre elle et lui. Je reste tous les jours à partir de maintenant. Elle haussa les épaules, ses yeux trahissants son déplaisir bien que sa voix restât polie. Comme vous voulez. Juste ne le surstimulez pas. La porte se referma d'un clic. Je n'eus pas à regarder pour savoir qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour téléphoner ou annuler ses déjeuners avec ses amis du club de golf. À partir de ce moment, c'est moi qui déciderai de ce qui se passerait dans cette maison, du moins autour de mon père. J'ai pris un congé prolongé de mon bureau à Paris et j'ai temporairement réinstallé dans mon ancienne chambre au 2e étage. Heureusement, Isabelle ne l'avait pas encore convertie en sauna comme elle s'en vantait en ligne. J'ai organisé une infirmière privée, préparé moi-même tous les repas de mon père, et enregistré chaque conseil qu'il me donnait chaque après-midi. Claire m'appelait-il un samedi matin après avoir fini la moitié d'un smoothie que j'avais préparé. Viens ici. Je veux que tu saches quelque chose. Je m'assis à côté du lit. Il tendit lentement la main vers le tiroir du bas de son bureau, celui qui était fermé à clé depuis des années. La clé était cachée parmi ses stylos. À l'intérieur, il sortit un dossier enveloppé de cuir usé, bordé de laiton, avec une petite étiquette indiquant un groupe Leclerc, confidentiel. Garde bien ceci. Quand je serai parti, apporte-le à Georges Dufour, chez Cabinet Notarial Dufour, rue de l'Érable. J'ouvris la première page. Papier de fiducie, contrat, documents légaux notariés. Isabelle n'est pas au courant de ça, demandai-je, ma paume soudainement froide. Il hocha lentement la tête. J'ai mis en place la fiducie il y a 6 ans, avant de l'épouser. Je ne pouvais pas la laisser toucher à cette maison, Claire. Je ne pouvais pas laisser l'héritage de notre famille Leclerc être effacé par de la peinture blanche et du stratifié bon marché. Je restai silencieuse, la gorge serrée. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Il me regarda, les yeux lourds de regret. Parce que j'avais peur. Je pensais qu'elle avait juste besoin d'un sentiment de sécurité. Mais j'avais tort. Elle n'a pas besoin de cette maison. Elle a besoin de contrôle. À partir de ce jour, il me parla davantage. Les après-midi où il était lucide, nous revisitions des souvenirs. La fois où il m'a emmené dans un musée et m'a montré comment identifier la maçonnerie du 19e siècle. La nuit où j'ai eu une forte fièvre et où il est resté éveillé à me lire. La fois où ma mère Sophie a mis des biscuits aux pépites de chocolat partout dans la cuisine juste pour me surprendre en train de grignoter. Tous mes souvenirs sont avec toi et cette maison, dit-il. Pas avec Isabelle. Pas avec quelqu'un d'autre. Je voulais conserver ce moment, mais le temps n'attend pas. Juste 3 semaines plus tard, il a commencé à perdre la notion des jours. Un matin, je l'ai trouvé assis en silence, tenant un cadre poussiéreux de moi et ma mère Sophie sur le porche d'entrée. Promets-moi, dit-il, les yeux embrumés. Quand ce sera fini, ne la laisse pas vendre cette maison. C'est un héritage. C'est le sang. C'est une promesse. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon cou. Je promets. Puis, une nuit début janvier, si froide que les vitres gelèrent, mon père Armand est décédé. Et je n'ai pas seulement perdu un parent, j'ai perdu le dernier bouclier entre moi et la tempête nommée Isabelle Gérard. Je n'étais jamais prête pour cela. Mais mon père, lui, avait été prêt pour moi. La lecture du testament eut lieu par un après-midi humide et frais, au bureau de maître Dufour, dans un bâtiment en briques rouges de style fédéral sur la rue de l'Érable qui servait autrefois de banque au siècle précédent. La salle de conférence était spacieuse, bordée de planchers en noyer et ornée de portraits sombres et mélancoliques qui ne faisaient qu'accentuer la tension dans l'air. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une simple robe noire, tenant le dossier que mon père m'avait donné. Georges Dufour, l'avocat de confiance de mon père depuis plus de 30 ans, hocha la tête en guise de salut, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas déchiffrer. Une lueur de prudence, peut-être de culpabilité. Puis Isabelle entra, avec 5 minutes de retard, dans un manteau en cachemire gris anthracite, des lunettes de soleil de designer et des talons hauts qui claquaient sèchement sur le sol, comme si elle arrivait à une vente aux enchères et non à la lecture d'un testament. À ses côtés se tenait un jeune homme en costume coûteux, serrant une mallette de documents, vraisemblablement son avocat personnel. Claire, Isabelle inclina la tête, ses lèvres rouges vinrent se retroussant vers le haut. Je savais que tu viendrais. Après tout, les gens deviennent curieux quand leur nom est dans un testament, n'est-ce pas? Je ne dis rien. Je regardai droit maître Dufour. Pouvons-nous commencer?
Il ouvrit un dossier, sa voix calme, formelle et distante. Ceci est le dernier testament légalement contraignant de Monsieur Armand Leclerc, signé le 18 octobre de l'année dernière, avec notariation et en présence de 2 témoins. Il commença à énumérer les dons caritatifs à la Société lyonnaise pour la préservation architecturale et une vieille Ford Thunderbird laissée au meilleur ami de mon père. J'écoutais en silence, sachant que ma partie viendrait. Pour Mademoiselle Claire Moreau, poursuivit Maître Dufour, Monsieur Armand lègue une somme d'argent de 50 000 €, ainsi que des souvenirs personnels, y compris des photos de famille, des outils de dessin technique et des journaux personnels. Mon cœur fit un bond. Un lourd silence tomba dans la pièce, comme du plâtre s'écroulant des murs. Et le reste de la succession, y compris les biens immobiliers, le portefeuille d'investissement, les comptes d'épargne et la pleine propriété de Leclerc et Langston, est laissé à son épouse, Madame Isabelle Gérard Leclerc. Isabelle posa une main sur sa poitrine, inclinant la tête dans un geste digne d'une performance. Son avocat Pierre lui murmura quelque chose de calculé à l'oreille, tandis que je n'entendais rien. Mon père avait promis. Il avait dit, ne la laisse pas vendre cette maison. Et pourtant, nous voilà. Chaque pierre, chaque tuile de toit, chaque fragment de l'héritage de notre famille Leclerc, maintenant entre les mains d'une femme qui n'avait jamais ressenti le battement de cœur de ses murs. Maître Dufour leva les yeux, ses yeux rencontrant les miens cette fois, la culpabilité indéniable. Mademoiselle Claire, avez-vous des questions? Je secouai la tête, les lèvres raides comme de la pierre. Non. Je comprends. Isabelle se leva, ses talons tranchant le silence. Elle me jeta un regard, puis se tourna vers son avocat Pierre. Nous pouvons commencer les formalités de transfert d'ici la semaine prochaine. Je voudrais qu'elle soit mise en vente dès le début de la semaine prochaine, Pierre. Réellement, demanda l'homme. Bien sûr. Ouverture à 3,5 millions. Et engager quelqu'un pour aménager le salon. Cette couleur de mur est bien trop froide, ajouta Isabelle avec un sourire. Je pense que les tons crème aideront les acheteurs à mieux visualiser. Je quittai la salle de conférence, les poings serrés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Cette nuit-là, j'étais assise dans la chambre d'amis de tante Louise, fixant la boîte de souvenirs que Maître Dufour m'avait remise, une simple boîte en bois sans valeur monétaire. Mais quand j'ai ouvert le couvercle, les souvenirs ont afflué comme une inondation. Il y avait la règle en acier gravée du nom de Leclerc, un carnet en cuir souple rempli d'esquisses froissées, une photo de ma mère Sophie en blouse blanche riant sur les marches d'entrée, et une seule enveloppe, jaune pâle, de l'écriture de mon père, Claire, à ouvrir après la lecture du testament. J'ouvris la lettre et, après avoir lu la première ligne, un frisson me parcourut l'échine. Tu penseras que je t'ai trahi, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois. Rencontre Maître Dufour seul, mardi matin prochain. Je pliai la lettre, la serrai contre ma poitrine et pris une profonde inspiration. Ce mardi matin, le bureau de Maître Dufour n'avait rien de commun avec ce qu'il avait été lors de la lecture du testament. Fini la froide formalité. Au lieu de cela, lorsque je franchis la porte vitrée dépolie, son assistante se leva immédiatement, souriant avec urgence. Mademoiselle Claire, entrez s'il vous plaît. Maître Dufour vous attend. Maître Dufour n'était pas derrière son bureau comme d'habitude. Il se tenait à côté d'une vieille armoire à classement, tenant une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge, le genre que je n'avais vu que dans des documentaires sur les héritages royaux. Claire, il se tourna vers moi, son regard plus chaleureux que je ne l'avais jamais vu. Votre père a préparé cela plus minutieusement que nous ne l'avions réalisé. Je m'assis sur la chaise en face de lui, le cœur battant. Avant de commencer, dit-il, j'ai besoin que vous confirmiez quelque chose. Vous souvenez-vous du dossier que votre père vous a donné avant de décéder? J'ai hoché la tête et sorti le dossier en cuir marron de mon sac, le posant sur la table. Il a appelé ça le groupe Leclerc, m'a dit de vous le donner seulement après la lecture du testament. Maître Dufour ouvrit doucement le dossier, feuilletant quelques pages comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. Puis il le mit de côté et ouvrit l'enveloppe scellée à la cire rouge. À l'intérieur se trouvait une copie d'un contrat de transfert de propriété, près de 30 pages, accompagné d'un ordre du jour notarié et de documents officiels du cadastre de Lyon. Claire, dit Maître Dufour lentement, la maison de la rue des Chênes n'a pas été incluse dans les biens de la succession divisée dans le testament, parce qu'elle n'était plus au nom de votre père Armand depuis 2017. J'ai secoué la tête. Quoi? En mars 2017, 9 mois avant d'épouser Isabelle Gérard, Monsieur Armand Leclerc a transféré la propriété légale du bien dans une fiducie irrévocable.
La fiducie s'appelle la fiducie famille Leclerc, et le seul bénéficiaire à son décès est vous. Je n'ai pas pu respirer pendant quelques secondes. Cela signifie que Isabelle n'a aucune prétention légale sur la maison. Maître Dufour hocha la tête. Légalement, elle occupe une propriété dont elle n'est pas propriétaire, et si elle tente de vendre, de transférer ou d'altérer toute structure sur cette propriété, une telle action serait nulle et non avenue. Je me suis adossé à ma chaise. C'était comme tomber d'une falaise mais être rattrapé au dernier moment par une corde que mon père Armand avait discrètement sécurisée. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi ne pas l'écrire clairement dans le testament? Isabelle riposterait et expliqua Maître Dufour. Elle est intelligente, bien connectée et n'hésite pas à manipuler. Si elle avait su que la maison vous était léguée, elle aurait pu vous traîner en justice pendant des années. Il a donc choisi de laisser les choses se dérouler comme vous l'avez vu, afin qu'elle révèle son avidité. Je me suis soudain souvenu du sourire suffisant de Isabelle la semaine dernière au bureau, quand elle avait annoncé qu'elle allait refaire tout l'extérieur pour augmenter le prix de vente. Y a-t-il un moyen de l'empêcher de la vendre, demandai-je, ma voix basse mais plus ferme que jamais. Il n'y a pas besoin de l'empêcher, répondit Maître Dufour avec un fin sourire. Vous êtes la seule légalement autorisée à vendre. J'ai déjà contacté le cadastre. La propriété a été mise à jour. Toute transaction potentielle sera interrompue dès que l'acheteur verra que le propriétaire enregistré est Claire Moreau, pas Isabelle Gérard. J'ai laissé échapper un rire léger mais plein de soulagement. Elle va devenir folle. Probablement hocha-t-il la tête. Mais vous devriez être prudente. Elle ne l'acceptera pas tranquillement. Je m'assis en silence pendant quelques minutes, traçant les reliefs de la couverture du document. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Une partie de moi souffrait que mon père Armand ait dû organiser tout cela en silence, mais l'autre partie ressentait une profonde admiration. Il ne m'avait pas seulement protégé. Il avait laissé derrière lui une dernière leçon, la justice ne vient pas d'un testament. Elle vient de la capacité à voir à l'avance et à placer sa confiance entre les bonnes mains. Je levai les yeux vers Maître Dufour. Que se passe-t-il maintenant? Il ferma le dossier, les yeux résolus. Maintenant, nous attendons que Isabelle essaie de vendre la maison. Et quand elle entrera chez le notaire, nous serons là, avec tous les documents et la vérité. Je me levai et, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme une étrangère dans ma propre famille Leclerc. Le transfert de propriété chez Cabinet Notarial Lefebvre se trouvait au 8e étage d'un nouvel immeuble en verre dans le centre-ville de Lyon. Maître Dufour et moi arrivâmes à 9h55, juste à l'heure. Il ajusta son col, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Laissez-moi parler. Mais si elle devient trop suffisante, regardez-la droit dans les yeux et dites, cette maison n'a jamais été à vous. J'ai hoché la tête, serrant la mallette qui contenait tous les documents de fiducie. En moi, c'était une tempête, non pas de peur, mais le genre de calme qui arrive quand l'attente atteint son point de rupture. En entrant dans la grande salle de réunion bordée de marbre blanc, Isabelle était déjà assise avec deux agents immobiliers, les acheteurs de la famille Vidal et son nouvel avocat Pierre, un homme aux cheveux lissés avec une cravate rouge pompier, riant bruyamment avec le couple. Dès qu'elle me vit, Isabelle se figea. Son expression changea si vite que c'en était glaçant, de la surprise à l'indifférence glaciale, puis à une maîtrise feinte, comme si j'étais une poussière sur son ourlet. Claire, je ne vous attendais pas ici. C'est juste une procédure interne. Cela n'a rien à voir avec vous. Avant que je ne puisse répondre, Maître Dufour s'avança, posa la mallette sur la table et hocha la tête vers le notaire Émile. Émile, représentant légal de mademoiselle Claire Moreau. Et je crains que nous ayons un sérieux problème. Isabelle laissa échapper un rire moqueur. Une autre performance dramatique, Maître Dufour. Je crains que vous n'ayez mal compris les termes de l'héritage. Les biens m'ont été transférés conformément au testament. Tout le monde ici le sait. Je ne me réfère pas aux biens couverts par le testament, Madame Gérard, dit Maître Dufour, sa voix basse mais précise. Je me réfère à la propriété située au 17 rue des Chênes, celle que vous tentez de vendre ce matin. Le silence tomba. Les acheteurs de la famille Vidal, un couple d'un certain âge à l'allure respectable, échangèrent des regards confus. Isabelle serra fortement la sangle de son sac à main. C'est ma maison. J'y vis depuis 6 ans. Ne me dites pas que vous allez contester cela. Maître Dufour ouvrit le dossier, sortant une copie des documents de fiducie ainsi qu'un acte notarié daté du 12 mars 2017.
Ceci est l'acte transférant la propriété de la maison de Monsieur Armand Leclerc à la fiducie famille Leclerc, une fiducie irrévocable établie 9 mois avant son mariage avec vous. La seule bénéficiaire est Mademoiselle Claire Moreau. Vous n'avez jamais été la propriétaire légale de cette maison. Pas un seul jour. L'avocat de Isabelle Pierre se précipita sur les documents, feuilletant les pages comme s'il avait été électrocuté. C'est impossible. Nous avons vérifié le titre au nom de Benjamin Dubois. Et c'est là votre erreur, coupa maître Dufour. La propriété est détenue par l'entité de la fiducie, pas par lui personnellement. Si vous cherchez sous le mauvais nom, elle n'apparaît pas. Et bien sûr, Isabelle n'a jamais été désignée comme bénéficiaire. Isabelle se leva d'un bond. C'est une fraude. Richard m'a tout laissé. Alors je suggère que vous révisiez la définition légale de tout, dit maître Dufour, son regard aussi tranchant qu'une lame. Un testament ne régit que les biens légalement détenus par le défunt au moment de son décès. Cette maison ne faisait pas partie de cela. Les acheteurs de la famille Vidal commencèrent à rassembler leurs documents. Nous ne voulons pas être impliqués dans des complications juridiques, murmura la femme. Je pensais que c'était sa maison. Je m'avançai, ouvris ma mallette et déposai l'acte original montrant la propriété de la fiducie, juste au centre de la table. Vous avez essayé de vendre une maison qui ne vous appartenait jamais. Si vous voulez intenter une action en justice, allez-y, mais vous devrez expliquer pourquoi vous avez encaissé un acompte et promis une propriété que vous n'aviez pas le droit de vendre. Isabelle tremblait. Elle se tourna vers son avocat Pierre, pâle comme la craie. Faites quelque chose. Vous êtes mon avocat. Il bégaya, Madame Gérard, si ces documents sont légitimes, je crains que vous n'ayez aucun fondement légal, et si vous poursuivez, cela pourrait être considéré comme une fraude immobilière. Je la regardai, non pour me venger, mais pour être témoin du moment où son masque de pouvoir s'effondrait. Vous avez demandé pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, Isabelle, dis-je fermement. Parce que j'ai fait une promesse à mon père Armand. Je lui ai promis que je protégerais cette maison de vous. Et aujourd'hui, j'ai tenu cette promesse. Isabelle ne dit rien. Elle s'effondra sur sa chaise, la main tremblante alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau, pour le renverser sur sa jupe. Personne n'a aidé. Personne ne l'a réconforté. La pièce ne contenait plus que le bruit des documents froissés et le sifflement du vent contre la vitre. 2 jours après la confrontation au cabinet notarial, je suis retourné seul à la maison de la rue des Chênes. Dans ma main, j'avais l'acte officiel, et autour de mon cou pendait la clé en argent gravée à elle, Armand Leclerc. Le portail avait été refermé avec un nouveau cadenas, mais j'ai appelé mon propre serrurier. Ils l'ont changé en moins de 10 minutes. Isabelle n'était pas là quand je suis entré. Elle était à Nice, selon l'ancienne gouvernante avec qui j'étais resté en contact pendant 7 ans. La maison était étrangement silencieuse, comme si elle aussi avait attendu d'être nettoyée. J'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine, l'endroit qui fut autrefois le cœur de la maison. Isabelle, vous avez 2 semaines pour récupérer vos affaires et quitter les lieux. Je ne vous poursuivrai pas pour fraude. Je ne rechercherai pas les revenus que vous avez perçus en louant illégalement la chambre d'amis. Mais si vous êtes toujours là après 14 jours, j'appliquerai une expulsion légale. Claire. Je n'avais pas besoin de sa signature. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. 3 jours plus tard, une entreprise de déménagement est arrivée. Isabelle n'a pas emballé une seule chose elle-même. Elle a payé d'autres personnes pour mettre en carton les objets qu'elle prétendait être siens, laissant le reste derrière, comme si cela n'avait aucune importance. Elle n'a pas dit un mot, elle m'a juste jeté un regard alors que je me tenais au bas des marches, manteau gris sur le dos, mains dans les poches, regardant silencieusement tout cela se dérouler pièce par pièce. Quand le dernier camion a quitté le portail, je me tenais dans le hall principal, sentant que j'avais enfin fermé la porte sur un cauchemar qui avait duré des années. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas agité de papier en l'air. Je n'ai pas organisé de fête. J'ai simplement retiré la clé de mon cou et l'ai insérée dans l'ancienne serrure du bureau de mon père, celle que Isabelle avait prétendu coincée et scellée avec du ruban adhésif. Elle s'est ouverte d'un clic. Aucun son, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est largement fissuré. J'ai allumé la lumière. La pièce avait été presque entièrement préservée. Étagère en chêne lourde de temps, esquisse architecturale roulée dans des tubes métalliques, et une boîte en bois sur le bureau. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les journaux de mon père. Au moins 10, reliés en cuir,
datant de 1992 jusqu'à 3 mois avant sa mort. J'en ai pris un et l'ai feuilleté. Son écriture était exactement comme je m'en souvenais, légèrement penchée vers la droite, régulière, avec de profondes rainures là où il appuyait trop fort sur son stylo plume. Claire grandit. Elle commence à poser des questions sur les structures de toit classiques. Je n'ai jamais été aussi fier. Isabelle veut remplacer tout l'éclairage de la maison. J'ai dit non. Claire détesterait ça. Demain, je signerai l'acte de cession à la fiducie. Je ne peux pas laisser Isabelle vendre ce que 3 générations ont protégé. Je me suis arrêté à cette page, j'ai fermé le journal et j'ai posé ma main sur la couverture comme un silencieux remerciement. Merci de ne pas avoir oublié. De ne pas avoir oublié maman Sophie. De ne pas m'avoir oublié. De ne pas t'être oublié. L'après-midi suivant, j'ai appelé la famille Vidal. Le couple à qui Isabelle avait tenté de vendre la maison. Ils ont été surpris, puis émus, lorsque j'ai proposé de vendre au même prix qu'avant. Pas de commission, pas de frais d'agence, pas d'aménagement. Nous voulons toujours la maison, dit Madame Vidal au téléphone. Nous voulons que nos enfants grandissent quelque part avec une histoire, avec une âme. Si vous êtes vraiment disposé. Je ne suis pas juste disposé, répondis-je. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Nous avons convenu d'un délai de transfert de 8 semaines. J'aurai le temps de rassembler les objets qui comptaient, de restaurer quelques détails architecturaux que Isabelle avait gâchés, et surtout, de localiser l'ancien coffre-fort mural caché derrière le tableau de nénuphar que Isabelle avait accroché pour couvrir la photo de mariage de mes parents. Le tableau avait été cloué profondément. J'ai dû faire appel à un spécialiste pour le retirer soigneusement. Derrière le panneau, exactement comme mon père l'avait décrit dans sa lettre, se trouvait un coffre-fort codé. J'ai entré ma date de naissance. La porte s'est ouverte d'un clic. À l'intérieur se trouvait une boîte en velours bleu marine contenant les bijoux en saphir de ma mère Sophie, le même collier qu'elle portait pour leur 10e anniversaire. Il y avait aussi une pile de documents, mon acte de naissance, l'acte de mariage de mes parents, et une lettre manuscrite de mon grand-père à mon père Armand appelant la maison la sève de l'héritage Leclerc. J'ai serré la boîte contre ma poitrine et je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, j'étais assise sur le sol de mon ancienne chambre. Je n'ai pas allumé les lumières, laissant juste la lumière de la rue projetée de douces ombres à travers les rideaux. J'ai ouvert le journal de mon père Armand et j'ai lu les dernières pages. Si Claire lit ceci, je ne suis probablement plus là. Mais souviens-toi, personne ne peut te prendre ce que tu gardes avec amour. Personne ne peut te déraciner si tu sais d'où tu viens. J'ai fermé les yeux, non par douleur, mais parce qu'enfin, j'avais clos un chapitre avec bienveillance, pas avec vengeance. Et c'est ainsi que j'ai tout récupéré. Non pas en me battant plus fort, mais en ne lâchant jamais. Mon histoire n'est pas juste celle d'une maison. C'est celle de retrouver ma valeur après des années passées à être mise de côté par ma propre famille Leclerc. Dans la vraie vie, certaines personnes feront tout pour t'effacer de ce qui te revient de droit, par le pouvoir, la manipulation ou le silence. Mais si tu t'accroches à ta foi, à ta mémoire et à ta détermination, personne ne pourra te l'enlever. Parce que le véritable héritage ne se mesure pas en biens. C'est savoir qui tu es et refuser de laisser quelqu'un d'autre le définir. Que pensez-vous du parcours de Claire? Auriez-vous le courage de faire ce qu'elle a fait si vous étiez à sa place? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales fortes.